Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans la soirée, dans la nuit du 3 au 4 décembre, les sénateurs ont rejeté le budget de la défense, un budget qui a été jugé insuffisant par les sénateurs de droite, UMP et centristes au regard des missions de l'armée. Ils ont été en effet 195 sénateurs à voter contre, seulement 125 sénateurs ont voté pour. Rappelons que 31,4 milliards d'euros sont alloués au budget de la défense pour l'année prochaine. 2,3 milliards d'euros proviennent de recettes exceptionnelles, proviennent de la vente des fréquences hertziennes de l'armée en 2015. Or, et Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, l'a lui-même admis, eh bien, a priori, cette vente n'aura pas lieu l'année prochaine. Tout de suite donc, retour à cette séance dans la nuit du 3 décembre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en cet instant, 8300 de nos soldats sont engagés sur 9 théâtres extérieurs. Le débat budgétaire de ce soir ne peut faire abstraction de cette réalité et tout naturellement, mes pensées, je veux dire nos pensées, vont vers nos 210 000 militaires français et leurs familles. Les valeurs qu'ils portent, les responsabilités qui leur incombent, les attentes et interrogations qu'ils formulent doivent guider nos débats. En ce qui concerne votre commission des finances, je me bornerai à poser une seule question. Ce budget est-il sincère et crédible? Et pour y répondre de façon très prosaïque, j'analyserai les dépenses et les recettes. Les recettes tout d'abord. En 2014, les crédits budgétaires proprement dits étaient de 29,6 milliards. Et pour atteindre les 31,4 fixés par la loi de programmation militaire, 1,77 milliard de recettes exceptionnelles, dont 1,5 au titre du PIA et 0,27 au titre de vente immobilière, viennent compléter cette somme. L'utilisation du PIA pour financer des dépenses payables en 2014, mais engagées depuis plusieurs années, est contestable, mais il s'agissait de recettes certaines. Cette année, les crédits budgétaires passent de 29,6 à 29, soit une baisse de 600 millions, et vous inscrivez plus 600 millions, soit 2,3 milliards de recettes exceptionnelles. Je ne conteste pas la probabilité de la réalisation de la recette sur le casse immobilier, mais chacun sait que la vente de fréquences est improbable. Vous-même, Monsieur le Ministre, vous déclarez devant la Commission de la Défense du Sénat le 14 octobre, je vous cite, « Le produit de la vente de la bande des 700 MHz devait, dans la trajectoire budgétaire, intervenir dès 2015. Je sais que ce délai ne sera pas tenu, quoi qu'on m'en ait trop longtemps dit. » Et ce matin, ici même, le ministre, le secrétaire d'État au budget, alors que nous évoquions ce sujet, nous disait « Mais bien évidemment, que l'on peut encore compter sur la vente de ces fréquences. » Vous poursuiviez vos propos en indiquant que vous vous orientiez donc vers une solution alternative, des sociétés ou une société de projet. Mais le texte qui nous est soumis ce soir ne fait pas état d'un tel montage et prévoit toujours une inscription au CAS de vente de fréquences pour 2,2 milliards. S'agissant de la constitution de sociétés de projet qui pourraient venir en substitution, nous n'avons pas d'objection idéologique, même si ce montage semble davantage guidé par le souci de trouver une solution technique à une impasse financière que par un choix stratégique pour améliorer l'efficacité de nos armées. Mais le problème demeure entier car nous n'avons aucune garantie sur la faisabilité technique de ce montage, et ce, dans des délais respectueux de la LPM, c'est-à-dire de cette année. Je ne doute pas que si vous pouviez étayer ce montage et vous engager sur des délais, vous n'auriez pas manqué d'inscrire effectivement dès à présent ce scénario de remplacement à notre appréciation. Vous avez, Monsieur le Ministre, commandé un rapport à l'IGF et au CGA. Il vous a été remis. Tout comme nos collègues de l'Assemblée nationale, nous avons cherché à avoir accès à ce document en vain. J'entends dire que ce serait l'IGF et Bercy qui s'opposeraient à cette diffusion et que vous ne seriez pas hostile, soit. Mais à ce banc, vous représentez le gouvernement et j'attends que le gouvernement nous dise pourquoi, malgré les sollicitations répétées des deux assemblées, il s'obstine à refuser de communiquer
ce rapport. Nous attendons une réponse. La diffusion de ce document participerait d'un souci de transparence et serait de nature à apaiser nos craintes et celles de la communauté militaire. Certains évoquent la piste européenne pour boucler le budget des armées. Je ne la rejette pas, mais il appartient au gouvernement de l'ouvrir. Et je crains que tant que nous refuserons de nous conformer aux règles budgétaires communautaires, il nous sera d'autant plus difficile de solliciter la mobilisation de nos partenaires. J'en viens maintenant aux dépenses. Vous inscrivez 450 millions pour les OPEX. Or, l'an passé, elles se sont élevées à 1,1 milliard, soit un surcoût de 650 millions, représentant un dépassement de 150% des crédits inscrits. Vous ne manquez pas d'invoquer qu'il s'agit d'une prévision, de surcroît conforme à la LPM. Mais que je sache, lorsque la LPM a été votée, notre engagement en Centrafrique et en Irak n'était pas à l'ordre du jour et le Mali devait nous mobiliser que quelques mois. Je ne vous ai pas entendu, pas plus que le président de la République, nous annoncer un retrait du Mali, de Centrafrique ou d'Irak, pour ne citer que ces trois engagements majeurs. Et d'ores et déjà, nous savons que les mêmes causes engendrant les mêmes effets, nous aurons à nouveau un dépassement de 650 millions. Le problème est que, contrairement à ce que certains laissent croire, le surcoût des OPEX est supporté par tous les ministères, dont le premier contributeur est le ministère de la Défense, qui a vu ses crédits amputés au titre de la réserve générale qui finance entre autres les OPEX, qui a vu ses crédits amputés de 400 millions. Dans ces conditions, comment peut-on dire toute la LPM à l'euro près, avec des crédits sacralisés, et dans le même temps amputer les 10 crédits? Et d'autant plus que l'engagement de nos armées sollicite bien sûr les hommes, et j'y reviendrai, mais aussi nos matériels. Les coûts de maintenance explosent, pas seulement en raison de leur sollicitation, mais en raison de leur vétusté, qui rend de plus en plus aléatoire leur maintien en conditions opérationnelles à des coûts de plus en plus élevés. La situation de vétusté de nos matériels rend encore plus prégnante la nécessité d'honorer le programme d'investissement. Or, aujourd'hui, les reports, en partie dus au financement des OPEX, s'élèvent à 3,4 milliards et pourraient atteindre, au regard des annulations auxquelles procède le décret d'avance, pourraient atteindre 3,8 milliards. Mes chers collègues, pour mesurer la gravité de la situation, songez que 3,8 milliards représentent plus de 12% du budget des armées et 50% des crédits du titre 4 consacrés aux investissements. Enfin, le budget repose sur des économies dont les réalisations ne sont pas certaines. Les dépenses de personnel sont en recul de 2,4 avec une diminution escomptée de 7 500 effectifs. Je veux ici noter pour le dénoncer que c'est l'armée qui supporte en 2015 65% des diminutions d'effectifs, tandis que le gouvernement persiste à créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, postes d'ailleurs qu'il a bien de la peine à recruter. Quand l'idéologie l'emporte sur le pragmatisme, on en arrive à l'imposture. Cette exigence de baisse des moyens humains est d'autant plus insupportable qu'elle intervient à un moment où nos armées sont engagées sur plusieurs fronts et où l'actualité ne peut nous laisser espérer que les choses vont aller en s'améliorant. Le message envoyé n'est pas de nature à rassurer nos troupes qui sont engagées actuellement sur plusieurs fronts. Et je n'évoque pas les questions de pyramidage ou de transmission des spécialités des compétences qui découleront de ce rabot systématique et précipité. Si les économies escomptées des restructurations se réaliseront en 2015, je pense qu'il serait urgent de connaître les projets de restructuration de 2016 et 2017 si nous voulons qu'elles se réalisent. Mes chers collègues, le budget des armées est une illustration et un concentré de tous les défauts que peut receler un budget. Trompe-l'œil, insincérité et fuite en avant. Le trompe-l'œil, c'est de nous faire croire que la LPM est respectée avec des inscriptions budgétaires irréalistes pour 2,2 milliards de ventes de fréquences. L'insincérité, c'est de refuser d'inscrire des dépenses certaines, 650 millions pour les seuls OPEX. La fuite en avant, ce sont les 3,8 milliards de reports. Cela consiste à payer nos fournisseurs avec retard. La fuite en avant, c'est aussi faire miroiter d'hypothétiques créations de sociétés de projet qui suppose de reporter l'investissement d'aujourd'hui sur les loyers de demain.
Il n'est pas dans la tradition de notre Assemblée de refuser les crédits de la défense. La recherche d'un consensus suppose un minimum d'actes et de gestes qui donnent crédit aux bonnes paroles. Or, trop de signaux alarmants sont venus étayer nos craintes ces dernières semaines sur la volonté du gouvernement d'apporter des réponses crédibles aux appels lancés par nos armées elles-mêmes, les experts et les parlementaires de toutes tendances. Premier signal, l'amendement du gouvernement voté à l'Assemblée nationale il y a 15 jours qui prive l'armée de 100 millions de crédits budgétaires au profit de 100 millions de recettes exceptionnelles, improbable. Deuxième signal, ce refus de communiquer à la représentation nationale le rapport commandé par le gouvernement sur la faisabilité des sociétés de projet qui se substitueraient à la vente de fréquences. Pire encore, la réponse en date du 26 novembre du président de la République, chef suprême des armées, au courrier des messieurs Gérard Larcher, président du Sénat, et Jean-Pierre Raffarin, président de notre commission des Affaires étrangères et de la Défense. Non seulement le président de la République maintient l'hypothèse de la vente de fréquences, laisse entendre qu'à défaut on travaille sur des sociétés de projet, mais surtout, conscient de l'irréalisme de ces deux hypothèses, il écrit, et je le cite, « Dans le cas où les efforts des services de l'État ne permettraient pas de générer les ressources nécessaires, le gouvernement prévoira de les compenser par l'ouverture au 1er janvier 2016 de crédits supplémentaires. » De tels propos s'inscrivent en totale contradiction avec les objectifs et le calendrier de la LPM, dont il est le gardien. Aussi, par respect pour nos armées, la Commission des finances a-t-elle souhaité dénoncer ce qu'elle considère être un mensonge d'État et refuse de cautionner une insincérité manifeste. Ce vote de refus n'est pas une attaque portée contre vous, Monsieur le Ministre, ni contre la communauté militaire. C'est une prise de position et un cri d'alarme, un appel solennel au Président de la République, chef suprême des armées, afin qu'il ouvre les yeux sur les réalités financières d'un budget qui n'est pas compatible avec les ambitions qu'il affiche. Le moment est grave et maintenant il faut choisir. Soit le budget est inchangé, il faut revoir l'engagement et la disponibilité de nos troupes, soit le maintien de nos troupes est maintenu et il faut revoir le budget. J'en termine, Madame la Présidente, avec votre indulgence. Le vote final du budget interviendra, Monsieur le Ministre, le 9 décembre au Sénat. Nous voulons croire que d'ici là, nous aurons des réponses crédibles à nos interrogations et que la Commission des finances, sur la base d'une copie revue et corrigée, pourra proposer un autre vote à notre Assemblée. Mais dans l'immédiat, c'est un refus. Monsieur André Triard a la parole. Merci. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je fais écho aux propos tenus par mon collègue Dominique de Legge, rapporteur du budget de la Défense, pour constater d'entrée de jeu que le compte n'y est pas. Ne croyez pas que la situation nous satisfasse, bien au contraire. C'est un moment grave que nous vivons. Tous ceux qui ont préparé et travaillé sur le budget défense l'ont fait avec la conscience de leur responsabilité et animés d'espoir. L'espoir de trouver des financements par le biais de déplacements de crédits à l'intérieur des programmes. L'espoir que le gouvernement nous annonce une augmentation de crédits ou au minimum une sanctuarisation effective. Malgré la détermination des uns, la communication des autres, les chiffres restent les mêmes, ils sont alarmants. Ce soir, nous avons dépassé le stade du constat amer pour entrevoir une double réalité, celle d'un budget aux recettes artificielles, destiné à couvrir des dépenses, elles, bien réelles et totalement indispensables. La réalité d'une LPM en début d'agonie. Pourtant, depuis plus d'un an, les parlementaires ont alerté, les industriels ont informé, les responsables de la défense ont exprimé leurs inquiétudes. Monsieur le ministre, depuis plus d'un an, le président de la République et vous-même, vous étiez engagés à sanctuariser le budget. Or, plus nous avançons dans l'année, plus les amputations, les reports de charges augmentent. Sur l'exercice 2015, le report atteindrait de 3,8 milliards. Prenons-nous la mesure des enjeux. Ça signifie que les investissements sont menacés, les emplois de notre industrie de défense et ceux des PME et très petites entreprises sous-traitantes ne sont pas délocalisables. Il va donc de la sauvegarde de 400 000 emplois. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe inacceptable. Ça signifie aussi que nous amorçons un décrochage capacitaire et technologique, alors que la France a une place dans les leaders mondiaux.
Plus nous avançons dans l'année, plus les OPEX se multiplient et se prolongent dans le temps, générant des coûts humains, matériels et financiers. De prime abord, la sous-dotation des OPEX pouvait sembler acceptable dans la mesure où un financement interministériel était mis en place, mais l'article 4 de la LPM est un piège pour le ministre de la Défense puisqu'il y contribue à hauteur de 20%. La triste réalité, c'est que nos armées et notre outil de défense sont en surtension. Toujours plus loin, toujours pour plus longtemps, mais avec moins d'hommes et avec des équipements vieillissants. Tel est l'axiome de la LPM. Plus de 8000 hommes déployés dans plusieurs opérations dont je ne vous donnerai pas la liste. Rendons-nous compte de ce que cela implique, tant pour les hommes que pour le maintien en condition opérationnelle du matériel. Alors que les déflations de personnel se poursuivent, la défense devrait continuer d'assumer sans moyens une politique étrangère aux ambitions croissantes. La défense supporte à elle seule, on l'a dit, plus de 60% des baisses d'effectifs de la fonction publique. Quel autre ministère supporterait des compressions de personnel, de telles compressions, alors que ses missions s'accroissent? Certainement pas celui de l'économie et des finances, toujours aussi prompt à imposer aux autres ce qu'il n'a jamais su s'imposer. Mes chers collègues, serions-nous devenus schizophrènes? Comment la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-elle prétendre assurer une présence et une application continue sur la scène internationale sans mettre à disposition les moyens nécessaires? La première question que je pose est jusqu'à quand et dans quelles conditions le ministère va-t-il pouvoir tenir? Est-il responsable d'affirmer dans le même temps que pour être crédible, la LPM doit être exécutée à l'euro près, alors que sur 31,4 milliards, 29 sont disponibles? Certes, des pistes sont à l'étude, comme les amendements du programme d'investissement d'avenir ou les créations de sociétés de projet, mais les fondements juridiques sont incertains et quasi inconnus. Notre collègue Delège en a parlé. Alors que nous savons d'ores et déjà que c'est une charge financière de plus en plus grande et qu'il est difficile de faire du leasing sur du matériel qui, par définition, est susceptible de disparaître des capitales des sociétés qui l'utilisent. Si l'heure n'était pas si grave, je serais tenté de dire, tel que pour certains, tel que pour d'autres, Godot pour les uns, Serane pour les autres, nous-mêmes, nous responsables militaires et nos soldats, nous attendons les REX. Mes chers collègues, derrière nos comptes et nos chiffres, il y a des hommes. Aussi, notre deuxième question tient notre responsabilité à tous. En premier lieu, celle constitutionnelle du chef des armées. Aujourd'hui, le président de la République doit assumer ses objectifs, avoir le courage de les imposer à son ministre du Budget. S'il lui manque la volonté politique de donner les moyens d'équiper les troupes, il s'agit là d'un manquement grave à ses devoirs. Et en dépit de tous les efforts que vous avez déployés, Monsieur le ministre, et que je reconnais bien volontiers, pour le groupe, l'heure est la responsabilité à l'honnêteté envers nos soldats et nos concitoyens. Si la sincérité du budget réside dans des efforts dérisoires de contournement de l'obstacle budgétaire, cela nous semble grave. Nous rappelons que nous voulons mettre en adéquation nos moyens avec nos engagements diplomatiques. Ce soir, pour ceux qui risquent leur vie, pour les idéaux de leur pays, pour la survie de l'outil de défense, notre groupe, majoritairement, votera contre ces crédits. Merci. La parole est à Monsieur Jeanny Lorjou, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Brevis imperatoris, 3 minutes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, au sein des crédits du programme 144, je me concentrerai sur les crédits de renseignement, DGSE et DPSD, 268 millions d'euros, 20% du programme. La force de la DGSE est d'être intégrée et de réunir renseignements humains, techniques et moyens opérationnels avec une capacité d'entrave directe que peu de ses homologues ont et qui fait sa force, malgré la disproportion des moyens avec les grands frères anglo-saxons, puisque nous sommes en termes de moyens dans un rapport d'environ 1 à 2
avec nos amis britanniques et de au moins 1 à 10 avec les services américains. Ces missions sont connues: renseignements géopolitiques, capacité de contre-espionnage, dont l'actualité nous rappelle l'importance, je le souligne, lutte contre la prolifération. Nous l'avons vu lors de la crise des attaques chimiques du régime syrien en août 2013. C'est sur un renseignement de la DGSE que la France a pu disposer de moyens d'appréciation autonomes et particulièrement étayés, et que vous étiez venu vous-même, Monsieur le ministre de la Défense, présenter à notre commission, ce dont nous vous remercions. Enfin, la lutte contre le terrorisme, qui est la grande priorité du moment, cela va de soi, et sur laquelle la DGSE travaille en lien extrêmement étroit avec la DGSI, foin des guerres de police, qui est naturellement très concernée par le sujet. Avec le phénomène des combattants français en Syrie et des filières djihadistes, dont les chiffres sans cesse croissants donnent le vertige, chacun comprend bien désormais que de notre capacité d'analyse et d'anticipation dépend la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national. Nos services sont tout autant ce qu'ils sont, pleinement mobilisés pour faire face à cette redoutable et désormais insaisissable menace. La malédiction bien connue de ce service, c'est qu'on ne parle que de ses échecs. Or, cette année, des sources de presse bien informées, qui n'ont pas été démenties, ont indiqué que c'est sur un renseignement de la DGSE qui a pu être neutralisé, éliminé par une frappe américaine, le chef des Chebabs somaliens, Ahmed Abdi Godane, le 1er septembre dernier. Les Chebabs étaient responsables de la mort de l'otage Denis Alex, que nous n'oublions pas, membre du service Action, et de 2 de ses camarades venus le délivrer dans une opération tragique qui a beaucoup marqué le service. Je veux rendre ici un hommage très appuyé à nos agents de la DGSE qui prennent des risques pour notre pays, qui savent ne pas devoir attendre de reconnaissance publique et dont personne ne peut douter de l'augmentation de la charge de travail, les moyens augmentant malgré tous vos efforts, sans aucun doute, moins vite que les crises. Une 50aine de postes seront créés à la DGSE en 2015, au total 284 depuis 2019. La DPSD voit ses effectifs stabilisés. Les services de renseignement croissent et repyramident au rebours de tous les autres services du ministère de la Défense. Cela mérite d'être salué. En résumé, et pour être très bref, les moyens prévus pour la DGSE et la DPSD pour 2015 traduisent fidèlement la priorité prévue par le livre blanc de 2013 et la loi de programmation militaire pour les services de renseignement. Cet effort, à saluer, doit être remis en perspective. Bien sûr, c'est un rattrapage, excusez-moi, je suis enrhumé, c'est un rattrapage que nous avons collectivement jugé nécessaire et dont la Commission des Affaires étrangères et de la Défense vous donne avec plaisir et bien volontiers acte, Monsieur le Ministre. Continuez dans cette voie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Yves Pozzo-di-Borgo, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 5 minutes. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, que je salue, je sais qu'il est là, et mes chers collègues. Le programme 178 regroupe les crédits consacrés à la préparation et à l'emploi des forces. Ce programme occupe une place tout à fait particulière dans la mission défense. Comme le disait le chef d'état-major des armées devant notre commission, la préparation opérationnelle est le gage de notre réactivité,
de notre efficacité et de la sécurité des personnels. Peut-être moins visible que le programme 146 relatif à l'équipement des forces, il pourrait être aisément négligé, comme il l'a d'ailleurs longtemps été. N'a-t-on pas tendance en France, comme certainement dans d'autres pays, à sacrifier la maintenance et l'entretien des matériels, c'est moins noble, au profit de projets flambant neufs plus mobilisateurs? C'est justement ce qui s'est passé des années 90 et 2000. La Cour des comptes a ainsi publié en 2004, et vous le savez, Monsieur le ministre, un rapport accablant sur la crise de la disponibilité des matériels qui était tombée à un niveau catastrophique. Le récent rapport de la Cour sur le même sujet est certes moins inquiétant, mais conclut aussi que les résultats obtenus en termes de disponibilité demeurent insuffisants au regard des besoins opérationnels. En effet, l'activité opérationnelle reste globalement inférieure aux objectifs et s'inscrit 15% en deçà du nombre reconnu par l'OTAN. Naturellement, les chiffres globaux peuvent regrouper des éléments disparates, mais ils donnent tout de même une orientation générale. En sens inverse, ils ne doivent pas masquer des insuffisances notables dans certains secteurs, qui peuvent se révéler extrêmement importants en opérations extérieures. Il en est ainsi des hélicoptères. Ce constat de l'insuffisance persistante de l'activité opérationnelle est unanimement partagé. Et c'est pour cette raison que la loi de programmation militaire est très légitimement fait de ce sujet un objectif prioritaire. En conséquence, l'entretien programmé des matériels doit progresser en moyenne de 4,3 par an en valeur sur la période 2014-2019, ce qui est très positif. Notre commission salue le respect de cet engagement dans le projet de loi des finances pour 2015, qui prévoit que l'EPM progressera de 4,4 en crédit de paiement. Qui plus est, les autorisations d'engagement connaissent une augmentation spectaculaire. Elles progressent de 35%, ce qui est un signal tout à fait positif pour les années à venir. Pour autant, nous serons naturellement attentifs, Monsieur le ministre, à ce que la gestion budgétaire concrétise cet effort. Les crédits de paiement devront être bien inscrits année après année et les gels de crédits ne devront pas l'amputer à un niveau qui le remettait en pratique en cause. En outre, la pratique subie des reports de charges doit être résorbée, car elle ne peut que déstabiliser la logistique, le calendrier, mais aussi les entreprises contractantes du ministère. Je sais, Monsieur le ministre, que vous êtes attentif à ces questions dans vos discussions avec le ministère du Budget, et c'est d'ailleurs votre plus gros combat, d'ailleurs, si je comprends bien. Quelques mots pour conclure sur le service de santé des armées. En prenant ses racines au XVIIe siècle, il fait pleinement partie de l'histoire de nos armées. À la croisée des mondes de la défense et de la santé, il a été profondément affecté par les bouleversements qu'ils ont connus tous les deux. C'était trop souvent des systèmes qui s'ignoraient, qui vivaient côte à côte. Or, la France est l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul avec les États-Unis, à encore disposer d'une chaîne complète de santé allant de la prise en charge des blessés sur un théâtre d'opération au rapatriement dans un hôpital militaire. Ce modèle est unique et doit être préservé, car il permet à notre pays d'entrer en premier et rapidement sur un théâtre d'opération et il rassure les soldats. Le service de santé a adopté un nouveau projet pour mieux répondre aux besoins opérationnels des armées. Il va ainsi se moderniser pour renforcer la médecine de premier recours, consolider les hôpitaux militaires et se rapprocher des services civils. Ces orientations nécessaires doivent se faire en concertation étroite avec les personnels et les acteurs locaux. Cette concertation est indispensable pour la réussite de la réforme et pour préserver les compétences techniques au sein du service de santé des armées. Vous savez très bien, Monsieur le ministre, qu'il y a deux cultures. La culture des armées qui n'est pas une culture très de négociation, et puis la culture du service de santé qui est encore plus confidentielle que la culture des armées. Et vous savez très bien que dans votre plan, à la longue, dans les 5, 6 ans ou 7 ans à venir, sur les 9 hôpitaux qu'il y a, il n'en restera plus que 4. Et donc, si, en gros, de fait, ce sera ça, même si la logique est cela, même si, de fait, il va y avoir une participation de 4 hôpitaux qui vont avoir une participation avec les ARS locales, à la longue, on est condamné, je pense, enfin, au moins que vous me disiez le contraire, à fermer ces 4 hôpitaux. Il faut avoir le courage de le dire. Et je dis simplement, il est nécessaire que le personnel soit impliqué dans cette gestion-là. Voilà. Alors, je vais encore, comme je crois que je suis en fin de séance, Madame la Présidente, je m'arrête. J'ai d'autres choses à dire, mais voilà. Merci, mes chers collègues. Merci, chers collègues. Madame de Messine
Rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées, mes chers collègues, comme vient de l'indiquer Yves Bozo-Di-Borgo, les crédits du programme 178 progressent en 2015, ce qui est suffisamment rare pour être souligné en cette période de disette budgétaire. Hors dépenses de personnel qui sont transférés au programme 212, les crédits de paiement augmentent globalement de 2% pour atteindre 7,3 milliards d'euros et les autorisations d'engagement progressent très sensiblement, plus 18%, pour atteindre 8,9 milliards. L'entretien programmé du matériel représente à lui seul 44% des crédits du programme et augmente de 4,4%, ce qui est à la fois prometteur et conforme aux engagements de la loi de programmation militaire. La priorité ainsi affirmée en faveur de l'entretien ne produira cependant ses fruits que lentement. Le retard des LPM précédentes doit être rattrapé et il existe toujours un décalage entre l'engagement d'un programme et la disponibilité effective des matériels. En outre, je partage la remarque de mon collègue rapporteur sur la gestion budgétaire qui doit correspondre réellement et sur la durée aux engagements. En tout état de cause, les indicateurs d'activité devraient être simplement stabilisés à court terme. Donc là aussi, Monsieur le Ministre, comme pour les REX, ce budget est fragile, même s'il est nettement encourageant. Il est d'autant plus fragile que les opérations extérieures sont nombreuses et intenses. Or, les OPEX ont un impact parfois sous-estimé sur le maintien en conditions opérationnelles et sur l'entraînement. Au-delà des dommages causés par les combats sur les matériels, leur usure est bien supérieure en OPEX, notamment lorsqu'ils sont utilisés dans des milieux abrasifs comme dans le Sahel. En outre, les OPEX, naturellement prioritaires, perturbent de facto les processus logistiques et les calendriers de travaux, ce qui peut entraîner à la fois une augmentation des coûts et un décalage encore plus grand de l'entretien si les ateliers industriels ne sont plus disponibles le moment venu. Qui plus est, je souhaite insister sur ce point, l'impact direct des OPEX par la surutilisation des matériels, leur usure et les perturbations nombreuses qu'elles occasionnent peut fragiliser les missions intérieures des armées, notamment la protection du territoire. Je crois que nous devons être très vigilants sur ce point. Même s'il est par nature difficile d'anticiper les OPEX, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser si le calcul de la LPM et l'engagement qu'elle contient d'accroître l'entretien programmé des matériels de 4,3% par an tient bien compte de leurs effets sur les matériels? La disponibilité des matériels n'est pas un but en soi, elle est la condition d'une activité opérationnelle à même de répondre aux objectifs fixés par le Président de la République, chef des armées, et par le Parlement dans le cadre des différentes lois de programmation. Aujourd'hui, cette activité opérationnelle, on l'a dit, se situe encore en deçà des objectifs. Malgré ces indicateurs, nos armées nous ont prouvé qu'elles pouvaient être envoyées sur des théâtres d'opérations variés et dans les conditions difficiles et y remplir pleinement leur mission. Jugée à l'aune des OPEX, la qualité de la préparation opérationnelle est donc tout à fait satisfaisante. Par ailleurs, la disponibilité insuffisante des matériels a progressivement conduit à la mise en œuvre du principe de différenciation, qui a été longuement débattu lors du dernier livre blanc sur la défense. S'il peut paraître légitime de spécialiser les compétences dans certains domaines, nous devons aussi être attentifs à ce que le nouveau format des armées et la densification des OPEX n'accroissent pas de manière démesurée le fossé entre les unités projetées et les autres. Il ne serait pas pertinent sur le moyen et long terme de relâcher l'effort de préparation des troupes qui ne sont pas projetées ou qui le sont moins fréquemment.
Au regard du temps qui m'est imparti, je ne pourrai donc pas évoquer les autres lignes budgétaires du programme 178. Elles regroupent pourtant de nombreux types de crédits qui contribuent également à l'activité opérationnelle. Je souhaite conclure sur la nécessaire amélioration des conditions de vie quotidiennes des armées. Vous avez vous-même constaté, Monsieur le Ministre, une détérioration de ces conditions de vie. Plusieurs membres de notre commission en ont été frappés lors d'un déplacement en République centrafricaine en avril dernier. En 2013, vous avez initié un plan d'urgence de 30 millions d'euros et fait réaliser en 2014 une étude complète sur les défauts majeurs d'infrastructures. 700 points noirs ont été ainsi identifiés pour un coût total de travaux de 560 millions d'euros. Où en sont donc ces travaux, Monsieur le Ministre? Dans quel calendrier seront-ils programmés? Merci de votre attention et de votre réponse. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Robert Del Picchia, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, a la parole. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, mon propos va porter sur le titre 2 du programme 212 qui regroupe pour la première fois l'ensemble des crédits de personnel du ministère de la Défense. Cette nouvelle architecture budgétaire s'accompagne en 2015 d'un certain nombre d'avancées sur lesquelles je souhaite mettre l'accent. Vous voyez, Monsieur le Ministre, il y a aussi quelque chose de positif à dire et à prouver. Tout d'abord, un nouveau pilotage de la masse salariale qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, les crédits de personnel seront confiés à 13 responsables de budget opérationnel de programme et non plus aux employeurs que sont les chefs d'état-major et les directions des ministères. Ces nouveaux gestionnaires géreront à la fois la masse salariale destinée à leur personnel et tous les leviers leur permettant de contrôler l'évolution. Recrutement, avancement, incitation au départ, etc. Ce pilotage rénové de la masse salariale, qui est assorti d'un certain nombre de mesures de contrôle, d'encadrement et de processus, donc, me paraît être le gage d'une gestion maîtrisée des effectifs dont nous ne pouvons que nous féliciter. Il faudra cependant veiller à une chose, que les employeurs désormais dépourvus d'effectifs propres soient bien attribués les personnels dont ils ont besoin. Deuxième point, disons plutôt positif, les déflations d'effectifs seront au rendez-vous en 2015, si j'ai bien compris, conformément à la loi de programmation militaire. 7 500 postes équivalents temps plein seront supprimés l'an prochain. Si les plus fortes baisses d'effectifs pèseront sur l'armée de terre, la plupart des corps du ministère de la Défense seront affectés par les réductions d'effectifs, quelle que soit l'armée ou le service concerné. Nous mesurons, Monsieur le Ministre, les difficultés et l'effort que ces déflations représentent, après celles déjà réalisées ces dernières années. Comme l'a souligné le chef d'état-major des armées lors de son audition devant notre commission, les effectifs de la Défense auront diminué d'un quart entre 2009 et 2019. Le ministère de la Défense représente à lui seul 66%, mes chers collègues, des suppressions d'emplois de l'État pour 2015. L'effort fourni par ce ministère est donc considérable. Cette manœuvre de déflation comporte, je le rappelle, deux volets sensibles. Elle intègre d'une part un objectif de rééquilibrage en faveur des personnels civils qui conduit à faire porter la déflation davantage sur les personnels militaires dans une proportion plus forte, 85%, que le prévoyait initialement la LPM. Elle comporte d'autre part un objectif de dépyramidage qui implique la suppression de 1000 postes d'officiers en 2015. C'est une cible particulièrement difficile à atteindre, d'après ce que nous avons entendu dans nos auditions. Troisième point, les déflations d'effectifs auront bien sûr une traduction budgétaire en 2015. Ainsi, les crédits de personnel diminueront de 374 millions d'euros, 270 millions au titre des dépenses de rémunération et 106 au titre des pensions. C'est la traduction mécanique donc des baisses d'effectifs. Autre point de vigilance, le risque de surcoût non budgété lié au dysfonctionnement de l'OUVOI. Pour 2014, ce surcoût a rendu nécessaire une rallonge des crédits du titre 2 de 160 millions d'euros dans le cadre du dernier collectif budgétaire.
Comment pourrait-il en être autrement en 2015 alors que le problème n'est toujours pas résolu? Louvois, Louvois, c'est une catastrophe dont les effets dévastateurs n'ont malheureusement pas fini de se faire sentir. Enfin, nous devons rester vigilants au moral des personnels, moral notamment des personnels militaires, qui subit d'année en année une lente érosion. Quelle est, sur cette question sensible, l'orientation retenue par le gouvernement? Quand auront lieu les prochaines annonces de modification des unités? Nous espérons en tout cas qu'elles donneront au personnel, mais aussi aux armées et aux territoires qui les accueillent, la visibilité dont ils ont besoin. Nos débats en commission et en audition nous l'ont bien montré, Monsieur le Ministre, vous êtes bien au courant. Enfin, mes chers collègues, pour en terminer, je voudrais rendre ici un hommage particulier à nos soldats qui ont choisi de servir la France. En tant que représentant dans cette Assemblée des Français de l'étranger, je voudrais aussi, en leur nom, les remercier nos armées pour leur engagement à assurer directement ou indirectement leur sécurité, en particulier en Afrique, au Liban et dans tous les lieux sensibles. En leur nom, donc, merci. Merci, chers collègues. Monsieur Gilbert Roger, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, avec Robert Del Picchia, mon collègue et ami, nous sommes partagés donc le programme 212 et je vais intervenir sur les crédits hors titre 2. Le programme soutient la politique de défense hors titre 2. Les crédits affectés à la mission variée vont de la politique immobilière, de la gestion des musées, de la reconversion des personnels, à la gestion du partenariat public-privé de Ballard, à l'aide sociale, au pilotage des systèmes d'information, presque un inventaire à l'après-vert avec la poésie en moins. J'ai donc choisi de focaliser votre attention sur quelques points clés de l'exécution de la LPM et pour le bon fonctionnement de nos armées sous forme de 3 observations. La première, les crédits consacrés aux infrastructures immobilières progressent tant en autorisation de programme, 1,8 milliard d'euros, soit plus 10% par rapport à 2014, qu'en crédit de paiement, 1,18 milliard d'euros, soit plus 19%, y compris 230 millions d'euros de ressources exceptionnelles issues des cessions immobilières, les fameuses REX immobilières, sont bien au rendez-vous de 2015. Les grands programmes d'infrastructures destinés à l'accueil des nouveaux équipements, sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda, MRT, Scorpion, Descartes, ont été lancés. De même se poursuit la modernisation des ports de Brest et de Toulon. Il est également réjouissant de voir enfin progresser les crédits consacrés à l'adaptation et à la maintenance des infrastructures courantes, celles qui sont liées aux conditions de vie et de travail des personnels et qui sont indispensables à la préparation et à l'entraînement des forces. C'est une excellente nouvelle car les ressources contraintes et le niveau élevé des besoins capacitaires à satisfaire en priorité n'ont jamais permis jusqu'à maintenant d'y consacrer les moyens suffisants. En outre, ces crédits ont depuis longtemps été des variables d'ajustement en exécution de la loi de finances et il résulte une forte dégradation des locaux dans plus de 700 emprises dont la résolution a été estimée autour de 560 millions d'euros. Cette situation, nous le savons, vous le savez, Monsieur le Ministre, elle affecte le moral des militaires et des civils travaillant et à votre initiative, un plan d'urgence a été mis en place dont on trouve la traduction dans la loi de finances. Ces efforts budgétaires sont considérables, mais nous atteignons un niveau juste suffisant par rapport au retard. On le sait, les dépenses d'infrastructure vont peser dans cette LPM. Une solution serait de procéder à des fermetures pures et simples et à une densification des emprises. Mais je crois comprendre que cette perspective soulève plus de réticences, notamment dans les armées de terre,
attaché aux implantations territoriales qui constituent autant de points de contact pour sa politique de recrutement. Il faudra donc trouver le juste équilibre. Je comprends qu'il faille aussi donner le temps de la réflexion, mais à un moment, et ça a été dit, je crois, avant, il nous faudra peut-être d'ici 2015, Monsieur le ministre, que vous annonciez vos décisions de restructuration jusqu'à la fin de la LPM. C'est indispensable pour les militaires et leurs familles qui vivent dans l'incertitude, pour les chefs d'état-major qui doivent mettre en œuvre et pour les collectivités territoriales. Tous ont besoin de visibilité et je ne doute pas que vous répondrez à cette attente, même si quelques décisions sont toujours douloureuses. S'agissant des collectivités territoriales, il faudra prendre naturellement le dispositif d'accompagnement performant. Nous avons observé dans la dernière LPM des délais excessifs entre les restructurations et le décaissement des aides. Il faudra aller au plus vite. Deuxième observation concerne le regroupement de l'ensemble des états-majors à Balard, effectif en 2015. Il y est fréquent dans des programmes d'ampleur qu'il y ait des surcoûts, là c'est 60 millions d'euros, qu'il faudra en conséquence trouver dans le montant de la redevance annuelle du partenariat public-privé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Enfin, troisième et dernière observation, la Commission, comme en 2013 et 2014, avait mis en évidence les dysfonctionnements récurrents dans la gestion des systèmes d'information et de gestion. Je vais essayer d'être court, mais dire que sur les projets structurants, il nous faudra regarder à partir de la procédure que vous avez engagée, plus rigoureuse, comment cela va se traduire. Et je ne parlerai pas, faute de temps, de Louvois, mais mon collègue Robert Delpicchia l'a fait. Et vous savez que ce boulet à traîner nous pose des soucis aux uns comme aux autres, et je pense que vous en perdez encore un peu de cheveux, vous en reste déjà pas beaucoup. Alors, si vous m'y autorisez. Si vous voulez conclure, cher collègue. Et je vais conclure en disant que j'inviterai mes collègues à donner un avis favorable à ce programme 212 hors titre 2. Merci, cher collègue. Monsieur Jacques Gautier, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Pour 5 minutes aussi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, 2015 constituera la deuxième année de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et la première annuité du triennal budgétaire. Mais ce sera surtout, selon la formule du chef d'état-major des armées, l'année de vérité pour la LPM. De sa réussite au plan budgétaire dépend la crédibilité de cette loi et la réalisation des objectifs capacitaires et industriels majeurs qui lui sont attachés. La mission défense au programme 146 comprend d'importantes livraisons et commandes structurantes pour le format d'armée de la LPM. Je citerai rapidement 11 Rafales, un nouveau centre SCOA, 4 A400M, des hélicoptères Tigre HAD, NH-90 Cougar, la 3e FREM, les premiers missiles de croisière navale, des bombes et des kits air-sol à 2SM, les missiles Aster 15 et 30, les 20 derniers VBCI, Monsieur le Ministre, et pour les commandes, la rénovation de 11 ATL2, les bâtiments de soutien et d'assistance hauturiers, le lancement de la rénovation à mi-vie des Mirage 2000, un système de drone mâle supplémentaire indispensable au Sahel et ailleurs, 8 avions MRTT Phoenix, selon le nom de baptême que vous avez choisi, Monsieur le Ministre, le lancement du programme Scorpion, l'avenir de l'armée de terre, des systèmes de drones tactiques et des véhicules terrestres pour les forces spéciales, dont je tiens à rappeler l'engagement exceptionnel et l'efficacité tant au Sahel qu'au Moyen-Orient, et dont le matériel roulant est usé jusqu'à la corde. Daniel Renner complétera ces éléments et Xavier Pinta parlera de dissuasion et de satellites. Mais toutes ces livraisons et ces commandes pourraient ne pas voir le jour. En effet, la difficulté pour les rapporteurs que nous sommes a été de savoir de quel budget nous devions parler.
Celui d'affichage, l'officiel, le théorique, 31,4 milliards d'euros en crédit de paiement, dont 9,9 milliards pour le P146, dont je rappelle qu'il est le premier budget d'investissement de l'État. De manière faciale, le budget est donc dans la trajectoire de la LPM. Mais ces chiffres, cela a été dit, ne sont atteints qu'avec des ressources exceptionnelles à hauteur de 2,3 milliards d'euros, dont 2,1 milliards pour le P146, 90% des REX. Et vous le savez tous, c'est avec les REX que les difficultés commencent. Les fréquences hertziennes, qui devraient fournir l'essentiel des recettes, ne sont pas au rendez-vous, ne seront pas au rendez-vous. Nous le savions depuis juillet dernier, et elles seront certainement pas là en 2016, et Bercy ne pouvait pas ne pas le savoir. Et Bercy continue, puisqu'à l'Assemblée nationale, au travers de 2 amendements du gouvernement, les crédits défense ont encore été imputés de 100 millions d'euros au titre de la contribution au financement des mesures nouvelles votées par les députés. Et bien sûr, elles ont été compensées par 100 millions de REX qui n'existent pas. Un amendement que nous proposons, Monsieur le ministre, remet ces 100 millions d'euros de crédits budgétaires. Donc des recettes de dépenses de défense du PLF qui, en grande partie, ne sont que virtuelles. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, vous recherchez depuis plusieurs mois des solutions innovantes pour sortir de l'impasse. Vous vous appuyez sur l'article 3 de la loi du PLF, pardonnez-moi, pas du PLF, de la loi de programmation militaire qui a prévu, grâce au Sénat, que si les règles ne sont pas au rendez-vous, elles seront compensées par des crédits budgétaires ou des cessions d'actifs. L'abondement du PIA, son élargissement à des équipements et l'éligibilité de la DGA nous semblaient une bonne piste. Pour des raisons qui nous échappent, l'exécutif y a renoncé. Vos services travaillent sur la création de SPV, les sociétés de projet, montage complexe, je passe. Des interrogations. À quelle échéance sera-t-il opérationnel si on va dans ce sens? Quels équipements seraient concernés? Disponibilité de ces équipements? Coût global compte tenu des coûts induits? Il doit exister d'autres pistes, Monsieur le ministre, plus simples. En conclusion, une année 2015 essentielle pour nos armées, nos équipements, nos industriels, et pourtant des recettes non garanties. Et la réponse du Président de la République à notre Président Jean-Pierre Raffarin comporte trop d'hypothèses pour nous convaincre totalement. Je ne peux voter en tant que rapporteur contre le programme 146, qui devrait apporter en 2015 les équipements indispensables à nos forces armées. Mais j'ai besoin, Monsieur le ministre, de réponses claires et d'un engagement précis en ce qui concerne les recettes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Xavier Pintat, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 5 minutes également. Monsieur le Président, je perds 1 minute. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur le temps, je parlerai d'abord de notre force de dissuasion nucléaire. Cette dissuasion qui fait aujourd'hui la crédibilité de la France sur la scène internationale et légitime notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Au total, cette action stratégique bénéficiera l'an prochain de près de 3,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,4 milliards d'euros en crédits de paiement. Lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, nous avions marqué notre satisfaction de la décision du Président de la République de maintenir les 2 composantes de la dissuasion, la composante aéroportée et la composante océanique, et de les moderniser, le moment venu, grâce au programme de simulation, avec notamment la mise en service très récente du laser mégajoule. Néanmoins, nous avons aussi pris la mesure des conséquences de cette décision. Sans les ressources exceptionnelles attendues, il risque d'y avoir un effet d'éviction évident sur les autres programmes, en particulier sur la partie conventionnelle de l'équipement des forces et sur le soutien. C'est l'un des enjeux majeurs qui apparaît aujourd'hui en 2015. Et, Monsieur le Ministre, je partage l'inquiétude de mon collègue Jacques Gautier, qui vient d'intervenir sur les solutions dites innovantes annoncées par le gouvernement pour pallier aux incertitudes du calendrier des REX. Sans les ressources exceptionnelles prévues, on peut considérer
que le respect de la loi de programmation militaire ne sera pas possible. Monsieur le ministre, nous avons besoin, comme les armées, d'être rassurés sur ce point qui conditionne la crédibilité de votre budget et donc de la parole du président de la République. Quelques mots à présent sur l'espace militaire. Les crédits en ce domaine sont maintenus à un niveau jugé acceptable. Ils connaissent d'ailleurs d'une année sur l'autre de fortes variations, normales, liées en grande partie au lancement des programmes. Pour l'année prochaine, 152 millions d'euros sont prévus. Les 3/4 de ce budget bénéficieront au programme MUSIS pour la réalisation du futur système européen d'observation spatiale militaire. Je rappelle les priorités. D'une part, les télécommunications, avec COMSAT-NG. D'autre part, le renseignement, avec le programme MUSIS pour l'imagerie optique et radar. L'écoute électromagnétique, avec notamment le programme CERES. Et l'alerte avancée pour la défense antimissile, même si le calendrier peut sembler lointain après la loi de programmation militaire. De manière générale, le secteur spatial est soutenu depuis plus de 50 ans et il doit l'être en effet, parce qu'il est considéré comme un enjeu de souveraineté d'abord, et ensuite c'est un enjeu scientifique, un enjeu technologique, un enjeu industriel de premier plan, car le développement des technologies spatiales constitue un véritable laboratoire d'innovation pour la propulsion, pour la cryogénie, pour les moteurs, pour la connectique, pour les systèmes intelligents embarqués. La période actuelle devrait inciter d'ailleurs aux coopérations internationales. Monsieur le ministre, enregistre-t-on dans ce domaine des avancées en matière de coopération internationale? Je terminerai en parlant des drones et d'abord des drones mâles. L'acquisition d'un premier système Reaper a été lancée l'été 2013. La LPN 2014-2019 prévoit, sur la durée de la programmation, la livraison de 4 systèmes complets, comprenant chacun 3 vecteurs. Les 2 premiers vecteurs du premier système ont été livrés et se trouvent, comme l'indiquait Jacques Gauthier, actuellement utilisés au Mali, où ils remplissent, je crois, un rôle majeur pour la capacité opérationnelle de nos forces. La livraison du 3e vecteur est attendue pour la fin de l'année en cours et celle d'un 2e système complet pour l'année prochaine. Confirmez-vous, Monsieur le Ministre, cet échéancier? Les études se poursuivent pour les drones aériens de combat futurs à l'horizon 2020 et au-delà. Leur conception devrait être le produit d'une coopération européenne, notamment avec le Royaume-Uni, comme annoncé pour les drones de combat du futur. Ce chantier, Monsieur le Ministre, progresse-t-il comme on le souhaite? Je serais tenté aussi de vous poser la même question sur le programme visant à doter l'armée de terre d'un système de drones tactiques pérennes, SDT, dont la LPM prévoit la livraison de 14 vecteurs. La procédure d'appel d'offres lancée par la DGA répond aux vœux que nous avions exprimés dans la Commission des Affaires étrangères, Défense et des Forces armées et dans cet hémicycle, en vue de préserver les intérêts financiers de l'État et de fournir à l'armée de terre le matériel répondant au mieux à ses besoins opérationnels. Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Ministre, que le lancement de la réalisation du SDT est bien prévu pour fin 2015? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de vos réponses qui seront, je l'espère, de nature à nous rassurer. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daniel Rainer, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les crédits du programme 146, équipement des forces, sont des crédits d'investissement à 80%. À eux seuls, ces investissements, 6,3 milliards d'euros dans le projet de loi de finances 2015, sur les 15 ou 16 milliards prévus pour les équipements en général, représentent plus de 60% des investissements de l'État prévus l'an prochain. En d'autres termes, ce programme, c'est essentiellement de l'argent pour nos industries et pour nos bureaux d'études. Il participe d'un effort de long terme afin de remettre à niveau le matériel de nos armées tel que le poursuit la loi de programmation militaire pour les années 2014-2019. La question est donc, la LPM, la loi de programmation militaire, est-elle respectée? Mes collègues co-rapporteurs
disent facialement oui. Je suis moins pessimiste qu'eux. D'habitude, ils le sont moins aussi. Oui, puisque les 31,4 milliards d'euros prévus pour le budget de la Défense l'année prochaine par la LPM est bien inscrite dans le projet de loi de finances. C'est vrai, cette prévision repose sur des recettes exceptionnelles, les fameuses REX. La LPM a prévu ces REX sur toute la période à hauteur de 6,1 milliards d'euros. Or, on peut regretter que ces ressources extra-budgétaires tendent à augmenter à mesure que baissent les crédits budgétaires, naturellement. Mais que le budget de la Défense, grâce à ces REX, ne fasse pas, ces recettes exceptionnelles, ne fasse pas l'objet de coupures de crédits. Le niveau de financement prévu par la LPM est donc maintenu, et c'est déjà beaucoup dans le contexte actuel. Dans cette situation financière tendue est apparu, entre autres solutions, le scénario des sociétés de projet. C'est vrai que ce n'est pas vraiment enthousiasmant. C'est, je pense, Monsieur le Ministre, un exercice difficile pour le ministère de la Défense parce qu'il ne bénéficiait pas spontanément de l'appui des services de Bercy. Existait-il d'autres solutions? Peut-être. La reconduction du PIA, comme l'année dernière, en serait une. Peut-être d'autres modes de financement par des prêts à des taux faibles en ce moment, tout particulièrement. Ce qui est certain, c'est que, naturellement, si les crédits venaient à manquer, l'équipement des armées jouerait immanquablement le rôle de variable d'ajustement, dans la mesure où les autres dépenses sont des dépenses pour l'essentiel obligatoires. Donc, comme vous, Monsieur le Ministre, nous voulons éviter cette situation qui nous ferait quitter la trajectoire de la LPM. Mais le Président de la République a répété son engagement de sanctuariser les ressources prévues par la LPM. Il l'a écrit au Président de notre Commission pour l'en assurer et au Président du Sénat. Pour ma part, vous me permettrez de faire crédit aux assurances ainsi données. Je rappelle par ailleurs que la LPM prévoit une clause de sauvegarde qui a d'ailleurs été introduite par le Sénat à l'initiative de notre Commission. Si ces recettes prévues faisaient défaut, elles doivent être intégralement compensées. Le gouvernement est aujourd'hui disposé à recourir à ce titre à des cessions de participation financière de l'État. Nous lui en donnons acte. Par ailleurs, il faudra contenir le report des charges du budget de la Défense, que ce soit de la gestion 2014 sur 2015 ou de la suivante, 2015 sur 2016. Le report attendu cette année stabilisé au même chiffre que celui de l'année dernière. J'espère que vous pourrez assurer, en ce qui concerne la régulation budgétaire, en préparation pour cette année, la levée de la réserve de précaution et le financement interministériel du coût selon des règles intangibles et qui n'ont pas changé. Et naturellement assorti d'une contribution du ministère de la Défense, puisque c'est sa règle, dans la limite de la répartition. Le coût total des OPEX sera autour de 1,1 milliard d'euros. Pour maîtriser ce report de charge, permettra de mener à bien les commandes d'équipements programmés. Je ne les rappellerai pas, puisque mon collègue co-rapporteur Jacques Gautier l'a dit tout à l'heure, mais naturellement, il s'agit d'équipements extrêmement attendus et dont on parle depuis tellement longtemps qu'il faut bien qu'un jour quelqu'un se décide à lancer les commandes. Je pense en particulier au MRTT, pour ne pas évoquer la rénovation du Mirage 2000D que j'évoquerai tout à l'heure dans l'ADG. Ou la livraison, bien sûr, des avions de transport, de la 3e frégate et la dernière série de 11 avions Rafale, puisque en 2016, il n'y en a plus que 4. Je pourrais demander à Monsieur le Ministre qu'il nous dise son sentiment sur l'export du Rafale, pour lequel on vient de lire quelques articles et pour lesquels on a été informé que les choses avançaient mieux. Mais comme vous étiez en Inde récemment, peut-être pourrez-vous nous en dire un peu plus. En conclusion, mon regard de co-rapporteur sur le programme d'équipement est globalement positif. Notre commission, vous l'avez compris, souhaite quelques clarifications sur les REX et je souhaite que vous puissiez les apporter. Mais après tout, elles étaient prévues en 2014 et nous les avons eues intégralement. Pourquoi ne pas être optimiste? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues,
C'est un grand honneur pour moi que de présider la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées, des Forces armées de notre Sénat de la République. J'hérite dans cette fonction d'une attitude générale de cette commission particulièrement responsable. Vous avez remarqué, Monsieur le ministre, que sur chacun des rapports, vous aviez 2 rapporteurs, un de la majorité, l'autre de l'opposition. Ce n'est pas si courant. Et nous voulons vraiment être dans la République un lieu où l'on peut parler sobrement et de jamais prendre en otage notre défense nationale pour d'autres intérêts que ceux de la France. C'était ce que mes prédécesseurs avaient fait et c'est ce que je me dois de poursuivre aujourd'hui avec l'ensemble de mes collègues. Ce qui explique que nous avons dans ce débat des rapporteurs, des co-rapporteurs, qui parfois présentent la bouteille à moitié vide et quelquefois à moitié pleine. Mais nous avons tous ce sentiment de responsabilité qui a été engagé par le travail sur le livre blanc, puis sur la LPM. Et nous sommes donc tous engagés sur ces objectifs de la loi de programmation militaire et sur ce chiffre de 31,4 qui est le chiffre pour nous essentiel à respecter, qui fait partie de l'accord que nous avons tous ensemble, mais aussi de ce qui pourrait être, au fond, l'engagement des autorités de la République vis-à-vis de nos forces armées, auxquelles nous demandons aujourd'hui le meilleur. Dans ce contexte-là, Monsieur le ministre, vous comprendrez que ces 31,4 milliards sont pour nous particulièrement importants quant à leur réalité financière et budgétaire. C'est pour ça qu'avec le président Larcher, nous avons voulu faire en sorte que le chef des armées puisse nous dire quelle est sa position. Alors je voudrais, avec vous, faire une petite explication de texte partagée sur la lettre du président de la République qui, dans sa réponse, que nous apprécions, puisque nous lui avions demandé qu'il puisse nous donner des informations avant cette séance, des clarifications, et nous avons apprécié de les avoir en temps et en heure. Dans cette lettre, le président réaffirme sa vigilance personnelle pour que soient appliquées les décisions qui ont été arrêtées pour nos armées, après une concertation approfondie, dit-il, à laquelle les commissions parlementaires et celles du Sénat en particulier ont contribué de manière éminente. Et donc le président réaffirme, je crois pour la première fois par écrit, un engagement de 31,4 milliards, ce qui est un acquis important. Une chose est de tenir les engagements de la LPM, une autre chose est de s'engager sur 31,4 milliards. Et le président de continuer, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour dégager les ressources exceptionnelles qui permettront, en complément des crédits budgétaires alloués, d'atteindre les objectifs de la loi de programmation militaire. Donc les choses sont claires, il n'y a pas assez de crédits budgétaires, il faut donc aller chercher des compléments avec les ressources exceptionnelles. Et c'est là où naissent les inquiétudes, Monsieur le ministre, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un certain nombre de clarifications. Au fond, les rapporteurs ont exprimé clairement ces inquiétudes. Le président dit « Tout est fait dès à présent dans le respect des intérêts de l'État pour assurer dans les meilleurs délais les bandes de fréquence de la bande de 700 MHz afin de dégager en 2015 les ressources exceptionnelles attribuées au ministère de la Défense dans le projet de la loi de finances initiale. » Vous m'avez signalé qu'il était important que soit mentionné ici que ces recettes étaient pour le ministère de la Défense. Nous prenons cela comme un acquis et qu'un point positif de cette lettre. Si d'autres avaient des visées sur ces recettes, elles sont maintenant fléchées. Reste à déterminer la date. Et là, naturellement, la crédibilité de 2015 est très faible. Je crois que c'est un consensus aujourd'hui partagé. Peut-être 2016, plus sûrement 2017. Donc, pour notre budget aujourd'hui, il ne faut pas compter sur ces recettes exceptionnelles, très probablement. Le paragraphe suivant, qui laisse penser que ça pourrait être insuffisant, que ces recettes sur la bande de fréquence. J'ai par ailleurs autorisé le ministre de la Défense à travailler avec le ministre de l'Économie sur une solution de société de projet qui, et il décrit le système.
C'est un point, moi personnellement, on en débat beaucoup à la Commission, personnellement, je trouve que cette idée de société de projet est plutôt une idée innovante, participant au processus innovant de financement. Et au fond, c'est un PPP maîtrisé sans les inconvénients du PPP avec des avantages du PPP. Il est évident, on dit que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais il y a un certain nombre d'équipements où c'est très avantageux d'anticiper leur livraison. Et tout dépend le prix que l'on met à l'anticipation de la livraison. Et il y a un certain nombre d'équipements pour lesquels l'anticipation de la livraison est déterminante et doit intervenir dans le coût. Et donc, la société de projet, personnellement, je ne la mets pas en cause, puisque je trouve que c'est un bon dispositif, à condition, naturellement, que les investissements qu'on anticipe en vaillent la peine et que permettent d'avoir une rentabilité, en tout cas une efficacité, qui légitime ce surcoût. Mais évidemment, ce qui est assez préoccupant dans la société de projet, c'est que son ingénierie, nous l'imaginons bien, dépendra surtout de Bercy, du ministère des Finances, et nous savons bien que ce ministère n'est pas particulièrement bienveillant vis-à-vis des crédits de la défense, car quand il faut faire des économies, quand il faut diminuer le personnel, quand il faut aller chercher souvent des moyens financiers, c'est souvent au ministère de la Défense qu'il est plus facile d'aller chercher, parce qu'en général, il est silencieux. Et donc, il y a quelquefois des attitudes qui conduisent un peu à la facilité. Oh, je comprends que quand on a des programmes importants d'économies à faire, c'est difficile de les faire et que la tentation d'aller chez ceux qui ne grognent pas peut être tentante, mais pour nous, c'est inacceptable. Il y a souvent, de la part de Bercy, vis-à-vis du ministère de la Défense, des attitudes qui nous paraissent excessives et qui nous inquiètent d'autant plus quand on voit que c'est le ministre le plus sévère avec la politique de défense qui peut être, à un moment ou à un autre, chargé de construire les outils pour lesquels nous financerons cette politique. C'est donc un sujet qui est pour nous très inquiétant. Troisième élément, c'est que le président laisse penser, en fin de compte, que tout ceci est globalement incertain et dans le cas où les efforts des services de l'État ne permettraient pas de générer les ressources nécessaires, le gouvernement prévoira de les compenser par l'ouverture au 1er janvier 2016 de crédits budgétaires supplémentaires, c'est-à-dire financement en 2016 de factures 2015, c'est quand même à nouveau une augmentation du report de charges et tout ceci est très préoccupant et même pour nous assez grave parce que montre le manque de crédibilité que nous pouvons présenter sur le plan financier en termes de crédits budgétaires à repousser en permanence ce que d'autres avaient appelé la bosse de la défense, dont je sais qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Tout ça, donc, Monsieur le ministre, pour vous dire que, à la lecture et à ce commentaire, si je regarde avec mon expérience politique et mes yeux politiques, je ne suis pas trop inquiet. Parce qu'un président de la République qui s'engage comme ça, par écrit au Parlement, devant le président du Sénat, devant la Commission, qui s'engage sur les 31-4 et qui sait que son chef d'état-major a dit que, dans les commissions, que c'était l'année de la vérité et qu'on risquait un certain nombre de ruptures si il n'y avait pas ces objectifs atteints, je me dis que politiquement, je serais rassuré. Mais alors, financièrement, quand je regarde les choses, je me dis comment est-ce qu'on trouve les moyens financiers? Et aujourd'hui, je suis extrêmement préoccupé par, au fond, ces trois solutions qui ne sont pas vraiment des solutions. Alors, nous connaissons votre engagement, Monsieur le ministre, pour que les objectifs de la LPM soient tenus. Nous connaissons le fait que vous avez pris un certain nombre d'initiatives pour anticiper et préparer. Je sais que des travaux existent sur la société de projet. Il y a un certain nombre d'initiatives qui peuvent déboucher, mais croyez bien que nous sommes très inquiets et que nous ne pouvons croire aujourd'hui à l'équation budgétaire qui nous est présentée. Nous notons l'engagement politique, nous respectons les engagements politiques des plus hautes autorités de l'État, le chef des armées, nous respectons cela, mais nous sommes particulièrement inquiets que l'équation financière de ce budget n'est pas assurée. J'espère que dans vos propos tout à l'heure, nous pourrons être rassurés. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.
Madame la Présidente, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier les rapporteurs et les intervenants de la qualité de leur rapport ou de leurs propos. C'est une habitude pour le budget de la Défense et je le constate de nouveau avec beaucoup de considération. Je voudrais vous faire partager d'emblée ma conviction que le projet de loi de finances 2015 permettra pour le ministère de la Défense l'application intégrale de la loi de programmation militaire votée en décembre dernier, ici même. J'ai bien pris note des interrogations de plusieurs orateurs et de certains rapporteurs et je vais essayer de leur répondre de manière circonstanciée. Mais auparavant, je voudrais rapidement souligner le contexte dans lequel cet examen intervient. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, en ce moment même, nos armées, avec le professionnalisme et le dévouement que nous leur connaissons, interviennent sur plusieurs théâtres difficiles pour des missions essentielles à notre sécurité. J'ai pu apprécier et constater l'unanimité sur l'ensemble des bancs pour reconnaître cette action, ce courage, et pour assurer le soutien de la nation à nos soldats qui, en ce moment même, sont en opération. L'actualité de ces derniers mois en particulier a été marquée par une aggravation inédite des menaces qui pèsent sur nos intérêts de sécurité et par une amplification de nos engagements extérieurs. Tout cela met en lumière l'importance du vote qui nous rassemble ce soir. Je ne pourrai pas répondre à l'ensemble des intervenants, mais la manière dont nous travaillons au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées me permet régulièrement d'entretenir avec vous un dialogue extrêmement fécond. Je voudrais me limiter à un certain nombre de points. D'abord, revenir rapidement sur la gestion 2014, puisque vous avez eu transmission du bilan semestriel détaillé en application de l'article 8 de la loi de programmation militaire, article 8 que vous aviez vous-même suggéré. Et je voudrais vous dire que l'ensemble de la trajectoire de la LPM en 2014 a été respectée. Elle est respectée en matière de ressources humaines, puisque la cible de déflation pour 2014 de 7 881 emplois a été tenue. Cela s'est traduit par une réduction significative de la masse salariale, puisqu'elle est désormais maîtrisée, certains d'entre vous ont bien voulu le reconnaître, puisqu'elle diminue en 2014 de près de 400 millions d'euros, conformément à la loi de finances initiale, et la persistance des dysfonctionnements de Louvois, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, a toutefois entraîné, le sénateur Del Picchia l'a rappelé, un surcoût de l'ordre de 160 millions d'euros, mais la masse salariale exécutée en 2014 diminuera néanmoins de 240 millions d'euros. La loi de programmation militaire en 2014 a été respectée aussi au plan capacitaire et industriel. Vous avez rappelé, Monsieur Pozzo di Borgo et Madame de Messine, l'importance de maintenir le niveau de la préparation et de l'activité opérationnelle. J'avais annoncé, je dis ici à plusieurs reprises, la nécessité de maintenir l'entretien, le MCO, qui est un élément stratégique qu'il faut reconnaître davantage. Et pendant de nombreuses années, on a joué beaucoup sur la facilité de réduire le MCO, à la fois par des ponctions sur les stocks, par des baisses de crédits affectés. J'ai décidé, vous le savez, de stopper et d'inverser cette tendance. C'est ainsi que les crédits progressent de 4,3% par an en moyenne. Cet effort-là a été respecté en 2014, il le sera aussi en 2015, et j'ai pour objectif de tout mettre en œuvre pour retrouver, à la fin de la loi de programmation militaire, les normes d'activité OTAN, mais ça suppose une permanence de l'effort et une très grande vigilance. Ce à quoi je m'emploie, en tout cas, c'est respecté en 2014 et ça le sera en 2015. Je voudrais vous dire aussi que la trajectoire de la LPM est respectée pour les programmes d'armement. Je ne vais pas revenir sur tous les programmes qui ont été évoqués par les uns et par les autres pour l'année 2014 ou pour les engagements 2015. Notons toutefois que
la notification de la commande de 12 avions MRTT, qui était attendue depuis très longtemps et qui a été passée, et notons aussi tout particulièrement l'engagement sur le programme Scorpion. Je serai après-demain à la brigade alpine à Vars et je pourrai annoncer officiellement la notification de la commande du programme Scorpion, dont chacun sait ici l'importance cruciale pour notre armée de terre. En réalité, et c'est pourquoi je dis que la loi de programmation militaire est totalement respectée, tous les programmes d'armement en 2014 et tous les programmes d'armament en 2015 seront engagés conformément à la loi de programmation, et malgré le fait que, en 2014 et en 2015, nous garantissons l'augmentation des crédits affectés au maintien en condition opérationnelle. Donc la trajectoire est complètement respectée. Je voudrais vous dire aussi que la trajectoire de la LPM est respectée aussi en 2014 en ce qui concerne les OPEX. Si je peux, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. On m'interrogeait régulièrement sur le fait que le surcoût, au-delà du socle des 450 millions d'euros inscrits, pouvait éventuellement ne pas être au rendez-vous. Ce surcoût s'élève à 605 millions. Il est au rendez-vous parce que ce surplus a été intégralement ouvert par le décret d'avance publié ce jour au journal officiel sur le programme 178. Donc, l'ensemble de la trajectoire est respecté. Il reste une interrogation, une préoccupation que vous avez relevée et que je partage s'agissant du report de charges. Les annulations de crédit en fin de gestion devraient le dégrader transitoirement en fin d'année, mais d'une part, cette situation ne met pas en péril les trésoreries des fournisseurs, au prix d'une attention très forte de mes services, notamment au profit des PME, et d'autre part, en tenant compte des crédits dont la consommation n'interviendra qu'en 2015, le report des charges du ministère devrait globalement, dès le début de l'année 2015, se stabiliser globalement à son niveau de fin 2013. Ceci étant, il ne faut pas obligatoirement s'en réjouir, mais on sait que le report des charges est une vieille histoire et une bosse que, année après année, les différents ministres de la Défense poussent avec plus ou moins de force et plus ou moins de bonheur. En tout cas, les observations qui ont été faites au cours du débat sur ce point, je les partage et j'ai vraiment la conviction que l'objectif reste de résorber progressivement ce report des charges. Voilà ce que je voulais dire sur 2014. Nous sommes totalement dans la trajectoire et nous serons totalement dans la trajectoire aussi en 2015. Je suis totalement déterminé à faire en sorte que la sanctuarisation des 31,4 milliards en crédits de paiement pour 2015 soit totalement respectée conformément aux vœux et aux engagements du Président de la République. Je voudrais d'ailleurs dire à ce moment que j'entends bien que le budget et la loi de programmation militaire, avec ses annuités, est difficile à tenir, mais nous sommes au même niveau de montant et dans la même logique financière que les exercices précédents. Nous avons 31,4 milliards en 2015, il y avait 31,4 milliards en 2014 respectés, il y avait 31,4 milliards en 2013, il y avait 31,4 milliards en 2012 et il y avait moins en 2011. Donc il y a là une permanence de l'effort de la nation pour sa défense que je voudrais rappeler et ce sera aussi au rendez-vous de 2015. Alors, sur ce budget 2015, j'ai entendu les observations du rapporteur, M. Delay, j'ai entendu les remarques des uns et des autres et les observations du président Raffarin. Je voudrais d'abord vous dire que sur la question des ressources exceptionnelles, nous sommes parfaitement en harmonie avec l'application de la loi de programmation, article 3, annexe 5, paragraphe 1. Donc, quelle que soit la ressource exceptionnelle que nous mobilisons, nous sommes dans cette logique qui a été validée par le Parlement. En l'occurrence, en 2015, il était prévu de mobiliser les recettes issues de la cession de la bande des 700 MHz. Le président de la République l'a redit par la lettre qu'il a adressée au président Raffarin. Le Premier ministre a lancé la procédure destinée à concrétiser le plus vite possible cette cession. Mais je pense que les versements financiers dès 2015 me paraissent aléatoires. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend se prémunir contre ces aléas et que le président de la République m'a autorisé à lancer une opération innovante d'acquisition de matériel militaire à travers les sociétés de projet.
Mais cette solution, elle est déjà inscrite dans la loi de programmation militaire, puisqu'il est prévu la possibilité de mobiliser des cessions d'actifs pour contribuer aux ressources exceptionnelles tout au long de la loi de programmation militaire. Et la difficulté ou l'opportunité, c'est que les cessions d'actifs ne peuvent être mobilisées que si elles restent des opérations en capital. Et donc le seul moyen de répondre positivement à cette opportunité, en application de la LOLF, dans son article 21, c'est précisément la société de projet. Et nous sommes dans l'application stricte de la loi de programmation militaire et de la LOLF. Maintenant, il faut le réussir. Et je voudrais dire ici à tous ceux qui se sont inquiétés sur ce sujet qu'il y a une vraie volonté d'aboutir dans les plus brefs délais. Ce n'est pas une illusion budgétaire, c'est une volonté de mettre en œuvre immédiatement cette opportunité qui nous est offerte. C'est la raison pour laquelle j'ai mobilisé un groupe de travail de haut niveau qui regroupe à la fois des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie, du ministère de la Défense, les industriels eux-mêmes, plus des juristes qui accompagnent cette démarche afin d'aboutir à un résultat qui doit être opérationnel à la mi-2015 pour qu'effectivement ce dispositif puisse couvrir éventuellement, si les 700 MHz ne sont pas au rendez-vous, les financements d'acquisition de matériel en bonne et due forme. J'ai annoncé devant votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées que j'étais disponible pour évoquer toutes ces questions avec vous et que je mènerai ces opérations dans la plus grande transparence. Et au fur et à mesure que les étapes de la mise en œuvre de cette société de projet seront possibles, j'en informerai pour débat et pour confrontation éventuelle la commission des affaires étrangères, parce que je sais votre attachement à la bonne réussite de cette opération. Je m'engage personnellement sur ce dossier. Monsieur le Président Raffarin, vous avez tout à l'heure évoqué le fait que vous appréciez dans cette hypothèse l'engagement politique, que vous étiez en doute sur l'efficacité financière. Je me permettrai simplement de rajouter dans votre analyse, modestement, la ténacité inébranlable du ministre de la Défense sur ce sujet. Je voudrais aussi faire une remarque sur le financement des surcoûts OPEX, pour qu'on se mette bien d'accord sur le fait qu'il est utile pour le budget de la Défense que nous restions au socle de 450 millions d'euros en investissement de départ et en loi de finances initiale, comme ça va être le cas en 2015. Parce que l'enjeu, c'est de préserver les crédits d'investissement du ministère, à la condition évidemment que le surcoût OPEX soit totalement reversé au budget de la Défense en fin d'exercice. Ça a été le cas en fin 2013, c'est le cas en fin 2014, et tout me laisse à penser que ce sera le cas en fin 2015. De toute façon, c'est la loi, et vous avez veillé, mesdames et messieurs les sénateurs, à faire en sorte qu'il y ait une clause de sauvegarde qui permette de le mettre en œuvre de manière incontournable. Le socle de 450 millions d'euros, il n'a pas été évoqué au hasard, ni inscrit au hasard. Il était le résultat de la situation telle qu'on la connaissait au moment du débat sur la loi de programmation militaire, c'est avant l'intervention au RCA, et au moment où on sortait d'Afghanistan, au moment où on sortait du Kosovo, au moment où on relativisait notre présence dans la Corne d'Afrique. Les autres opérations sont venues après, et il est logique que devant des menaces, devant des risques, des décisions soient prises par le président de la République, fassent l'objet d'un débat devant les assemblées, et que le financement OPEX vienne en plus pour permettre le financement de ces missions supplémentaires qui sont liées à la situation internationale. Donc je voulais vous dire que, après ces observations sur les REX et sur les OPEX, que le projet de loi de finances pour 2015 me paraît solide et que les crédits de la mission défense seront au rendez-vous, ce qui nous permettra de poursuivre la marche de la programmation telle qu'elle a été initiée et que je surveille de manière extrêmement vigilante tout au long des mois de mise en application. Je voudrais maintenant revenir rapidement sur quelques observations que m'ont fait certains rapporteurs, en m'excusant de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Je voudrais préciser à Madame de Messine et je crois à la dernière intervenante qui s'est préoccupée de la situation
de nos armées et la vie quotidienne de nos militaires pour indiquer que sur les 700 points noirs que j'ai pu remarquer après enquête qui nécessitent un plan d'urgence pour les infrastructures, j'ai mis en place un dispositif qui devrait permettre de traiter la plus grande partie d'ici la fin de l'année 2015. Il restera après d'autres points noirs à résoudre progressivement tout au long de la loi de programmation militaire, mais je suis très attentif à la fois aux conditions de vie des soldats en opération comme en garnison, et il importe que la réforme du soutien d'une part et la mise en œuvre des plans d'urgence pour les BDD et pour les infrastructures soient opérationnelles rapidement. J'ai bien intégré cette préoccupation. Je voudrais dire aussi à M. Pozzo di Borgo que concernant le service de santé des armées, il y a nécessité d'assurer la pérennisation de l'excellence médicale dont bénéficient nos armées, et en particulier nos blessés en opération. Et cela passe par une évolution de notre dispositif, mais l'évolution de notre dispositif permettra de garder 8 hôpitaux sur 9, et la fermeture du Val-de-Grâce qui est programmée est due à un certain nombre de nécessités opérationnelles qui nous amènent à faire des choix dans la mesure où il fallait investir énormément et obligatoirement pour assurer la rénovation de cet hôpital. Il y a suffisamment de disponibilité sur Percy et sur Bégin pour que la plateforme majeure de la région parisienne puisse être réalisée sans l'hôpital du Val-de-Grâce. En tout cas, je voudrais dire à M. Pozzo di Borgo que nous sommes très attentifs à la pérennité du service de santé qui se modifie et se modernise dans le cadre du programme SSA 2020 qui est tout à fait nécessaire et qui permettra de préserver le niveau d'excellence du SSA. Je voudrais dire au sénateur Pinta, qui m'a interrogé sur le spatial militaire, que la LPM y consacre des moyens considérables et que là aussi, l'ensemble des engagements sera respecté puisque une dizaine de satellites sont prévus soit en décision, soit en développement au cours de la loi de programmation militaire. Vous les avez cités, je n'y reviendrai pas, mais je voudrais à ce moment me réjouir avec vous, je l'imagine, du fait que dans le domaine des lanceurs, la nouvelle feuille de route Ariane 6 a été validée. Cela a une conséquence directe sur notre sécurité, parce que vous savez combien la base industrielle dans le domaine des lanceurs est duale et qu'elle concerne directement la dissuasion nucléaire, et donc cette avancée est tout à fait positive. Je voudrais dire aussi à M. Renner et à M. Gauthier, qui sont les spécialistes des drones, que j'ai décidé, comme vous le savez, une stratégie complète d'acquisition de drones de toutes catégories. Dès ma prise de fonction, devant l'urgence de la situation et par l'absence de choix clairs en la matière depuis trop longtemps, j'ai pris la décision d'acquérir au plus vite ce qui se fait de mieux pour les drones mâles. Et donc j'ai fait le choix de l'acquisition de drones américains Reaper, et la suite a montré que c'était le bon choix et la bonne efficacité. Nos 2 premiers vecteurs ont été immédiatement engagés au Sahel et font aujourd'hui la preuve de toute leur efficacité. Donc je vous confirme, Monsieur Gauthier, l'acquisition dans quelques semaines d'un 3e vecteur pour l'année 2014, et je commanderai en 2015 un 2e système complet de 3 drones supplémentaires. Et sur le long terme, j'ai la volonté, avec nos partenaires allemands et italiens, de lancer la réalisation d'un drone mâle entièrement européen à l'horizon 2025. Sur le drone tactique de l'armée de terre, le processus sera bouclé aussi en 2015. C'est une nécessité, donc ça va se mettre en œuvre. Nous sommes obligés de passer par un appel d'offres, mais nous avons souhaité que cela se fasse dans les plus brefs délais, et ce sera efficace en 2015, conformément à la loi de programmation. Et conformément aussi à la loi de programmation, nous avons décidé de lancer une coopération spécifique avec nos amis britanniques pour la définition du drone de combat futur. Pour ce successeur lointain de l'avion de combat, nous avons programmé les financements nécessaires, et c'est une vraie anticipation, mais c'est aussi un engagement pour l'avenir que nous prenons en liaison avec la Grande-Bretagne. Vous m'avez interrogé aussi sur le calendrier et la méthode des prochaines restructurations. Je voudrais vous dire à cet égard que ma méthode
est celle du pragmatisme et non pas celle du dogmatisme, et donc la question n'est pas de savoir s'il faut privilégier les dissolutions ou l'échenillage. Il ne s'agit pas non plus de dissoudre les unes après les autres des formations opérationnelles pour faire du chiffre dans une logique financière exclusive de réduction de la masse salariale. Il s'agit de conduire une réflexion de fond tenant compte de toutes les contraintes opérationnelles et budgétaires au premier chef pour garantir in fine la tenue des contrats opérationnels. Donc le choix des restructurations prend du temps. S'engager trop vite risque de nous engager prématurément dans des décisions que nous aurions à regretter ou même que nous ne pourrions appliquer le moment venu. L'expérience de ces 2 dernières années me montre qu'il faut mesurer très précisément tous ces choix. Ainsi, je prends l'exemple de la base de Luxeuil qui aurait dû fermer dans les projets initiaux et finalement on y a d'abord maintenu l'escadron de Mirage 2000-5 parce qu'il était indispensable et en 2015 viendra s'installer à Luxeuil l'unité d'instruction Mirage 2000 alors qu'au départ il était prévu de fermer cette base. Donc il faut regarder avec la plus grande attention les mesures de restructuration, ce qui fait que je souhaite qu'on puisse aboutir à un plan d'ensemble rapidement, mais je ne voudrais pas anticiper pour éviter les malentendus ou les choix qui seraient inopportuns. Donc je prends le temps nécessaire pour finaliser les études en sachant que chacun est pressé d'avoir le plan général. J'espère pouvoir y parvenir rapidement. Vous avez, le sénateur Del Picchia m'a interpellé sur Louvois. Je voudrais à cet égard vous dire 2 choses. 1, je n'ai jamais polémiqué sur ce dossier et je ne le ferai jamais. Il faut en tirer les conséquences, à la fois sur le dispositif de solde des soldats, d'une part, mais aussi sur le fait qu'on ait pu aboutir à des décisions aussi aberrantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai modifié les processus de décision internes en tenant compte des leçons que l'on pouvait tirer du dispositif Louvois. Parce que ce qui était clair quand j'essaie de revenir en arrière sur les raisons de ce désastre, je dis bien le mot désastre, et d'une irresponsabilité collective à l'égard de nos propres soldats, c'est bien le côté un peu illisible de la chaîne de décision qui a produit cela. Et donc je suis revenu sur ce dispositif, même si parfois cela peut être perçu de manière un petit peu autoritaire. Et par ailleurs, concernant le dispositif Louvois, j'ai pris la décision l'année dernière de l'arrêter définitivement, et donc on est reparti dans un autre processus que je souhaite mener à la manière d'un programme d'armement. Et je serai demain à la DGA pour constater l'avancement du travail de remplacement, puisqu'il y a maintenant des prototypes qui sont livrés. Nous allons sélectionner parmi ces 3 prototypes un nouveau système au milieu de l'année 2015 et nous le mettrons en double commande sur l'exercice 2016. Pour éviter d'autres perturbations, il y aura donc 2 systèmes parallèles qui se développeront et à la fin 2016, normalement, il n'y aura plus qu'un seul système qui, j'espère, sera extrêmement performant, qui sera à ce moment-là généralisé à l'ensemble des forces. Je voudrais enfin, pour terminer, dire 2 mots sur le renseignement, m'excusant de ne pas avoir abordé tous les sujets. On a eu l'occasion d'en reparler devant la Commission, mais puisque plusieurs d'entre vous, je pense en particulier au sénateur Lorgeau, ont fait référence à ce sujet, je voudrais bien vous rappeler qu'il s'agit d'une des priorités de la loi de programmation qui est totalement respectée. Et concernant le renseignement, la LPM repose sur un équilibre entre, d'une part, un accroissement réel des moyens techniques, humains et juridiques des services et, d'autre part, dans le renforcement du contrôle de leurs activités souhaitées par le gouvernement comme souhaitées par vos commissions. Il y a eu une progression des crédits affectés au renseignement de plus de 17% depuis 2012 à ma demande, parce que je considère que c'est un choix de souveraineté. Et cette année, en 2015, il y aura 242 créations de postes dans ce domaine qui concernera à la fois la cyber, les sciences, les langues, l'analyse, parce qu'il nous paraît indispensable que notre pays ait les moyens d'assurer l'autonomie de sa décision. On voit bien dans les circonstances actuelles comment c'est important.
Voilà quelques remarques que je voulais faire à la suite de ce débat. Je voudrais simplement, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous dire que je suis conscient qu'il y a des difficultés. Je suis conscient aussi que l'année 2015 est l'année essentielle, celle où ça bascule ou ça ne bascule pas, celle qui est déterminante pour la pérennité de la loi de programmation militaire. Je sais que l'équilibre est délicat, mais je sais aussi que la loi de programmation militaire est celle qui convient aujourd'hui à nos armées parce qu'elle permet l'équilibre entre le maintien d'un effort de défense important et une contribution structurelle de la défense au redressement des comptes publics, c'est-à-dire qu'elle permet de concilier sur le long terme l'autonomie stratégique et la souveraineté budgétaire. Ce budget est ambitieux, il comporte un grand nombre de priorités pour l'équipement des forces, pour la recherche, pour l'activité opérationnelle, pour la cyberdéfense ou encore pour le renseignement. Et grâce à ce budget et à l'engagement de tous derrière elle, nos armées continueront en 2015 de faire la fierté des Français en garantissant leur souveraineté et leur sécurité. Vous avez bien voulu me dire que vous étiez attentif à ma détermination à le mener à bien. Croyez bien que si j'ai l'honneur de solliciter de votre part un vote favorable, c'est précisément pour mener à bien cette mission au service de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Défense figurant à l'état B. Pour l'amendement 129, c'est Monsieur Gauthier qui présente l'amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. C'est l'amendement que j'ai annoncé tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Dans les limites offertes par l'article 40 et la LOLF, cet amendement, qui est l'amendement de la Commission et qu'elle a adopté à l'unanimité, rétablit les crédits de la mission Défense au niveau inscrit dans le PLF avant l'examen par l'Assemblée nationale et l'adoption en seconde lecture, en seconde délibération d'un amendement du gouvernement qui réduisait de 100 millions d'euros les crédits du 146 pour contribuer au financement des mesures nouvelles votées par les députés. Ces 100 millions avaient été compensés à l'Assemblée par un deuxième amendement en faisant appel à des règles supplémentaires dont on vous a dit les craintes qu'elles nous inspirent. Dans ces conditions, nous proposons de rétablir ces 100 millions d'euros, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Madame la Présidente, la Commission des finances, en ce qui n'a pas été formellement saisie de cet amendement, je serais tenté de dire que je suis totalement d'accord avec l'exposé des motifs. Car effectivement, ce n'est pas très correct de remplacer des recettes budgétaires certaines par des recettes exceptionnelles dont chacun, au long de la soirée, a pu dire qu'elles étaient pour le moins incertaines et de ce point de vue, le ministre l'a confirmé. En même temps, je serais tenté de dire à nos collègues qui soutiennent cet amendement que, hélas, la question, ce n'est pas 100 millions, mais c'est 2,2 milliards. Et que, autant je peux être d'accord avec l'exposé des motifs, autant je suis dubitatif sur la réponse apportée à la faveur de cet amendement à la question de fond qui nous est posée. En conséquence, je propose un avis de sagesse du Sénat. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Le gouvernement comprend, mais ne partage pas. J'ai expliqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles j'étais tout à fait convaincu de la justesse des choix que je proposais et de la sanctuarisation des crédits du ministère de la Défense. Et donc, en conséquence de quoi, je comprends les interrogations et je ne les partage pas. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement. Monsieur Reiner a demandé la parole. Il y a un vote. Cet amendement, vous l'avez noté, est un amendement qui a été présenté au nom de la Commission tout entière. Il se trouve que c'est les rapporteurs du programme 146, parce que
On sait bien que c'est la variable d'ajustement dans cette affaire-là. C'est aussi pour la mauvaise manière qui avait été faite, en quelque sorte, en touchant à ce budget dont on affirmait le caractère quasi sacré au dernier moment. Bon, ceci étant dit, nous allons donc proposer au vote, nous aussi, de cet amendement. Le groupe socialiste le votera. J'ajoute que, au-delà, les assurances qui ont été données à propos des REX, l'ensemble des REX, devrait apporter la confiance nécessaire à l'ensemble de cette Assemblée pour apporter un vote positif à ce budget. Il serait assez étrange qu'après l'assurance que le ministre vient de présenter à tous, on ait un budget qui soit, après qu'il ait été amendé globalement, refusé. Finalement, ça n'aurait pas grande signification. Donc moi, je suggère à nos collègues de la majorité qui avaient un doute sur les choses, de lever le doute aujourd'hui, de lever le doute maintenant, et de passer à un vote qui permette l'adoption de ce budget de la défense. Ça aurait une forte signification pour nos forces armées qui attendent effectivement le soutien, y compris au Sénat, de l'ensemble de la représentation nationale. Soyez-y attentifs. Merci, chers collègues. Président Raffarin, je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, il est clair que les forces armées ont le soutien de l'ensemble du Sénat. Et c'est clair que chaque vote est un vote qui exprime un soutien aux armées. Mais, Monsieur le Ministre, ce point-là, franchement, on comprend votre position très clairement. Cela dit, on a été assez irrité parce qu'en deuxième délibération, le ministère du Budget fasse voter une réduction de 100 millions d'un budget qui est sanctuarisé, autant on a confiance dans vos paroles et dans votre capacité, autant on se dit, et là je le dis à notre collègue Daniel, que tous les partenaires ne sont pas forcément à égalité de crédibilité à nos propres yeux. Parce que nous faire ce coup-là à l'Assemblée nationale, en deuxième délibération, à l'initiative d'amendements du gouvernement. Oui, mais c'est quand même, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on considère que ce budget, qui est dans une loi de programmation, qui est sanctuarisé, est manœuvrable comme les autres. C'est ça ce que nous contestons. Et donc, ce budget-là, il n'est pas manœuvrable, il est sanctuarisé. Le président l'a dit, il l'a écrit, et c'est quand même quelque chose qui, pour nous, est très important. Donc, ça ne met pas du tout en question notre vision des armées, ça ne met même pas en question la détermination qu'on vous connaît, Monsieur le Ministre, mais ça nous met le doute sur la capacité qu'a le ministère aujourd'hui du Budget à appliquer les décisions du Président de la République. Et c'est là notre grande inquiétude, parce qu'on imagine bien que les sociétés de projet, elles ne sont pas faisables dans notre République sans la participation de Bercy, notamment dans le montage de ce genre de dossier. Donc si on demande à un ministère qui n'est pas des plus favorables au respect de la sanctuarisation, il y a tout lieu d'être inquiet. C'est ça la source de notre inquiétude. C'est pour ça que je voterai cet amendement, nous voterons cet amendement, que la Commission le vote à l'unanimité. C'est pour vraiment envoyer le message que dans les ministères, tous ne sont pas égaux dans notre affection, Monsieur le Ministre. Merci. Il n'y a plus d'explications de vote. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 129. Je vous rappelle qu'il y a un avis de sagesse de la Commission des finances et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'était voté à l'unanimité. Non? Si. Très bien. Amendement numéro 303, présenté par Monsieur Pozzo di Borgo. Madame le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, on a beaucoup parlé de système Levoix, mais l'objet de la forme de cet amendement sont symboliques, mais son intention ne l'est pas. À travers le présent amendement, je souhaite dénoncer, comme vous l'avez fait, comme beaucoup de nos collègues, comme vous le faites, Monsieur le Ministre, dans cet hémicycle et devant vous, l'absurdité dans laquelle ce système informatique a conduit le versement des concitoyens engagés de la carrière militaire. C'est d'autant plus humoristique que le nom de Louvois
était ce ministre de la guerre de Louis XIV qui a marqué l'histoire militaire par son souci de modernisation. C'est presque de l'humour noir, je dirais. Et l'échec de Louvois I en 2003 aurait dû nous alerter collectivement des risques existants. Le déploiement de Louvois III dès 2011 s'est en effet avéré catastrophique. Pour la seule année 2012, le montant des erreurs de calcul, vous le savez, de logiciels sont estimés par la Cour des comptes à plus de 465 millions d'euros. Concrètement, c'est beaucoup. Vous avez vécu de beaucoup de difficultés pour nos militaires. Au total, cette errance de nos politiques publiques aura coûté plus de 470 millions d'euros en ne retenant que le prix d'achat et le coût de dysfonctionnement du logiciel, et cela sans compter le coût du remplacement de ce logiciel. Si la solitude dans laquelle de nombreuses familles de soldats est déjà un scandale en soi, cette gabegie financière l'est tout autant. Alors pourquoi cet amendement, Monsieur le ministre? Vous avez dit tout à l'heure, dans votre intervention, que vous ne vouliez pas polémiquer. Vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de responsable, parce qu'il y avait un choix légitime de responsabilité. Moi, je suis désolé, vous êtes trop centriste. Je suis désolé, vous êtes trop centriste. Il faut que marquer beaucoup plus d'autorité là-dedans. Ce qui me choque, je vous dis, ce qui me choque, c'est que les responsabilités ne soient pas déterminées. Alors on pourrait dire que c'est les politiques, mais ce n'est quand même pas les ministres qui ont quand même organisé le logiciel. Je ne sais pas, mais il y a quand même dans votre système administratif, moi-même j'étais inspecteur général d'administration et d'éducation nationale, quand il y avait des responsabilités, on savait les voir. Et moi je regrette que dans cette responsabilité du système Louvois, on n'aille pas un peu regarder un peu comment se sont passées les choses pendant 4, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, et qu'on puisse déterminer quels sont ces responsables. Parce que si vous voulez, les militaires, vous le savez très bien, ils sont carrés. C'est oui ou c'est non. Eh bien, c'est eux qui supportent les choses. Et ils ont leur administration d'origine, on n'arrive pas à déterminer la responsabilité de cette gabegie. Et l'amendement que je fais est un amendement symbolique, mais je voulais marquer cela, parce qu'il n'est pas normal qu'à une telle gabegie, il n'y ait pas des noms et des responsables derrière. Voilà ce que je voulais dire. Merci, mes chers collègues, de tout cela. Merci. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, comme le précédent amendement, la Commission des finances n'a pas été amenée à se prononcer. Je voudrais dire à notre collègue que moi j'ai entendu le ministre tout à l'heure nous dire qu'il ne souhaitait pas polémiquer sur cette affaire et je ne suis pas certain que la polémique soit de nature, dans le contexte actuel, d'améliorer le moral de nos armées. Je crois qu'on a d'autres choses à faire et le débat de ce soir l'a montré. Je ne vois pas en quoi non plus le déplacement d'1 euro dans le budget est de nature à régler le problème que vous avez vous-même posé. Et puis, j'ai envie de dire que cet amendement, il est totalement satisfait, chers collègues. Il n'avait pas d'autre objectif que de vous permettre de prendre la parole. Vous l'avez fait excellemment et donc je considère que cet amendement est satisfait et je vous suggère de le retirer. Je vous en prie, Monsieur Pozzo di Borgo. Il est évident que je ne veux pas mener les finances de la défense en demandant un retrait d'1 euro. C'est évident, donc je retirerai l'amendement. Mais je vais juste faire une remarque, Monsieur le rapporteur. Il ne s'agit pas de polémiquer. Il ne s'agit pas de polémiquer. Il s'agit simplement d'assurer les responsabilités. Et si vous voulez, dans toutes les sociétés, si les responsabilités ne sont pas assumées, et vous avez un dysfonctionnement de cette société. Alors je retire bien sûr mon amendement, mais je dis assurer ces responsabilités. Monsieur le ministre, je vous en prie. J'ai bien senti que vous vouliez déposer cet amendement pour parler de Louvois. Je crois que j'ai évoqué cette question dans mon intervention. J'ai en fait, j'avais 2 interrogations sur le processus. La première interrogation, c'est comment se fait-il que je l'ai su si tard, dans son ampleur, et que finalement, il ait fallu que je me rende dans 2 ou 3 garnisons pour mesurer le côté gigantesque du désastre. Deuxièmement, comment se fait-il que la chaîne de responsabilité est aboutie à de telles aberrations? Ces 2 questions se posent. Et j'essaye de remédier aux 2 questions. D'abord en ayant une relation différente avec l'ensemble du système hiérarchique pour être mieux informé de problèmes lorsqu'ils se posent.
et j'ai pu en faire la vérification sur des questions qui étaient évoquées tout à l'heure par les uns ou les autres sur des conditions de vie dans telle ou telle garnison. Donc j'ai pu trouver les moyens d'y remédier immédiatement. Il aurait fallu anticiper, avoir une réactivité immédiate parce que la question ne s'est pas posée, s'est posée avant que je n'arrive. Mais il n'y avait pas le moyen d'information. Un. Et puis deux, il y avait une certaine forme d'opacité de l'ensemble de la chaîne de responsabilité qui aboutit à une irresponsabilité collective qui aboutit à ce désastre. Et ça, je dois vous assurer, Monsieur Pozzoli-Borgo, que c'est fini. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Défense figurant à l'état B. J'ai été saisie dans le délai limite d'une demande d'explication de vote de la part de Madame Catherine Deroche pour le groupe UMP. Vous avez 5 minutes, Madame. Merci Madame la Présidente. Ce sera beaucoup plus rapide, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Après ce débat intense de ce soir, on voit bien qu'il s'agit plus qu'un simple vote budgétaire d'un sujet majeur qui est celui de l'avenir de nos armées. Alors si notre groupe respecte la volonté du Président de la République et du chef des armées de respecter les engagements de la France, nous y mettons une condition essentielle, c'est que nos armées disposent des moyens adaptés et suffisants pour le faire. En effet, comment projeter nos troupes de plus en plus loin et de plus en plus longtemps s'ils n'ont pas les crédits et les effectifs nécessaires. Cela se traduit par une surtension des hommes, une surtension des équipements. Et notre vote contre les crédits de la mission ne sont pas un vote contre les armées, contre nos soldats, mais au contraire un vote de soutien à l'exercice de leur mission, un vote de soutien à ces hommes qui risquent leur vie pour leur idéal, et pour les valeurs de la France. Et c'est aussi un appel au chef des armées pour qu'il trouve le courage politique et économique de doter la défense des moyens de respecter les ambitions qu'il affiche. Je mets aux voix les crédits de la mission. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur les crédits donc de la mission Défense. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 61 sur les crédits de la mission Défense. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 320. Pour l'adoption 125, contre 195. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour ce rejet du budget de la Défense qui a donc été rejeté par 195 sénateurs. Seulement 125 sénateurs ont voté pour. Paradoxalement, les sénateurs ont en revanche adopté les crédits du compte spécial sur l'emploi des recettes exceptionnelles provenant de la vente des fréquences hertziennes de l'armée en 2015. Cela alors même que de très nombreux sénateurs jugent irréaliste cette vente l'année prochaine. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, le journal. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.